Bien, c'est parti. Alors, toujours pour les L3IDS, toujours pour la séance consacrée à la librairie NumPy, cette seconde vidéo vient à la suite de la première que je viens de faire sur les vecteurs. Les vecteurs NumPy, c'était la première vidéo, voilà, et cette deuxième vidéo est consacrée aux matrices NumPy. Très bien. Donc, je ne m'attarde pas trop sur NumPy, hein, c'est une librairie spécialisée dans la manipulation des tableaux de données, tout simplement. Essentiellement, pour nous, c'est les vecteurs et les matrices. Et son intérêt, par rapport aux listes, par exemple, c'est qu'il est extrêmement performant, très rapide. Hein. On peut voir des comparatifs sur le web où on voit vraiment qu'il est extrêmement rapide parce que il est très bien optimisé. Alors, comment on crée une matrice à partir d'un ensemble de valeurs? Ben, je reprends la même trame que pour les vecteurs, tout simplement. C'est que déjà, il faut importer la librairie, sinon on ne peut pas manipuler les vecteurs et les matrices NumPy. Ça ne change pas, ça. Voilà. Et une fois qu'on a ça, tout simplement, pour générer une matrice, tout simplement, on crée une liste de listes. C'est bien ce qu'on a là. Hein. J'ai essayé de mettre des couleurs pour qu'on distingue bien. On a une liste ici de 2 valeurs, puis une liste de 2 valeurs, puis une liste de 2 autres valeurs, et on en fait une liste. C'est ce qu'on voit avec les crochets verts. Voilà. Donc, on a une liste de listes. Et quand on transforme ça en matrice NumPy, on a tout simplement une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il faut bien faire le parallèle entre la liste de listes qu'on a là et ce qu'on a là. Très bien. Alors, c'est une structure NumPy reconnue comme telle, hein, qu'on fait type de A, c'est bien, voilà, c'est bien une matrice NumPy qui vous dit. Le type intérieur, c'est des flottants. Pourquoi? Parce que j'ai mis des chiffres à virgule. Il fait toujours un typage dynamique, hein, un typage implicite, toujours. Voilà. On peut le spécifier nous-mêmes, justement, on verra ça. On avait vu ça avec les valeurs, on le reverra ici. Et cette fois-ci, la différence avec les vecteurs, c'est qu'on a 2 dimensions. On a les lignes, d'une part, tac, et les colonnes, tac. Voilà. On a bien 2 dimensions. Du coup, quand je demande shape, cette fois-ci, on a un tuple avec 2 valeurs, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà. Donc, pour savoir si on a un vecteur ou une matrice, vous demandez dim, tout simplement. S'il est égal à 2, c'est une matrice. S'il est égal à 1, c'est un vecteur, tout simplement. Et du coup, ça vous permettra d'avoir les repères pour lire convenablement shape. Le nombre total de valeurs, lui, on l'a avec 16 toujours, et il y a 6 valeurs en tout. On est d'accord là-dessus. Je continue. Voilà, quand on fait print, il affiche tout simplement la structure, voilà, et on voit bien, on retrouve bien cette idée de liste de listes. Hein, voilà. Et sauf que là, on a une matrice NumPy, on a bien une matrice NumPy. On a un typage implicite, on peut le forcer, le typage, en spécifiant ici le paramètre des types. Hein. Ce que je pense préfère, personne ne le fait encore une fois, mais ça me paraît préférable. Hein, quand vous écrivez du code et que, voilà, quand on a une matrice, quand on veut manipuler une matrice, il faut savoir ce qu'on met dedans et c'est mieux de mettre un typage explicite. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Voilà. Bien. Alors, on peut aussi générer une matrice avec une séquence de valeurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est le rôle du reshape, tout simplement. Reshape permet de prendre un vecteur et de la transformer en matrice. Et il fait des contrôles de cohérence. Hein. Donc, si les dimensions ne lui vont pas, il va râler. Hein. Ce qui est mieux. Hein. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que je mets ici. J'ai un ensemble, voilà, de liste de valeurs. Je la mets toujours là, pour l'instant, c'est un vecteur NumPy. Et quand je le reshape, ce vecteur NumPy, en 3 lignes de colonnes, on a bien ici, maintenant, une matrice. Le shape, maintenant, renvoie un tuple de 2 valeurs. Hein. Et il le fait ligne par ligne, tout simplement. Il parcourt les valeurs ligne par ligne, 2, 1, 3, 4, on est bien là, 2, 1, 3, 4. Ensuite, 6, 7, 8, 1, voilà, et 3, 5, 7, 2. Ce correspond au Bairo quand on fait des matrices sous R. Très bien, on peut aussi remplir des matrices vides, toujours avec 0, full, qu'on avait vu très rapidement. Je ne me suis pas attardé là-dessus sur des vecteurs, voilà, mais on peut le faire également. Et le paramètre shape joue un rôle important ici. Il faut mettre un tuple de 2 valeurs. Sinon, si vous voulez créer un vecteur, vous mettez shape et vous mettez un tuple d'une valeur tout simplement, ou tout simplement un singleton. Voilà. Mais si on veut faire une matrice, là, on met un tuple de 2 valeurs. Les exemples, encore une fois, parlent d'eux-mêmes. Bien. Alors, il peut lire des fichiers texte, des fichiers CSV, en fait, avec des délimiteurs. C'est ce que je montre ici. Sauf qu'il ne lit pas les noms des champs. Voilà. Parce qu'il met directement dans une matrice et les éléments à l'intérieur d'une matrice doivent être en fait homogènes. Hein. Donc, là, j'ai un fichier CSV, voilà, où le séparateur, c'est tabulation, ici en l'occurrence, voilà. Chaque ligne est un enregistrement, voilà. Et en revanche, les noms des champs, je les mets en commentaire. C'est le rôle du dièse qui est là, devant. Quoi, hashtag, vous dites maintenant, mais moi, c'est dièse. Hein. Très bien, devant. Voilà. Et du coup, quand il charge, on a A, effectivement, qui est une matrice, qui est une matrice de numérique.
Voilà, load.txt permet de lire directement. Donc, quand vous manipulez des grands fichiers, on peut aussi lire un fichier texte avec un parseur CSV, hein, voilà, surtout si on veut gérer les noms des champs. En revanche, si on a des valeurs brutes sans les noms des champs à gérer, on peut utiliser directement load.txt de la librairie NumPy. Et il le fait très rapidement, très rapidement. Voilà. Alors, ce que je montre ici, exactement comme le cours pour les vecteurs, on peut modifier les dimensions d'une matrice en rajoutant des éléments soit en ligne, soit en colonne, voilà, des insertions, des suppressions, ainsi de suite, des redimensionnements. C'est ce qu'on voit dans les exemples qui sont là. Hein. Voilà, vous avez accès au support de toute manière, donc vous pouvez le revoir vous-même quand vous faites vos TD en disant quelle est la commande qui convient le mieux. Hein. C'est mieux toujours d'avoir le support quand vous faites les TD, de regarder les commandes qui vont bien. Sinon, vous avez notre ami Google qui permet de chercher sur Stack Overflow, tout ça. Hein, voilà. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Le plus important, c'est d'avoir les idées en tête. C'est, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et après, le comment je peux faire, il y a tous les supports pour ça, de toute manière. OK. Alors, l'extraction des valeurs, on peut faire des accès indicés. C'est ce que je montre ici, sauf que maintenant, on a double indice. Hein. Donc, là, maintenant, ici, le premier indice, c'est le numéro de ligne, et le deuxième indice, c'est le numéro de colonne. Les indices commencent à 0. Donc, V de 0, 0, là, c'est cette valeur, le 1.2 qui est là. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. On peut aussi définir des plages d'indices. Alors, si on fait des indices simples, on a un singleton à la sortie. Voilà. En revanche, si on met des plages d'indices, on a des sous-matrices. Hein. Voilà, c'est ce que je montre ici. Si on veut tout avoir, soit on ne met rien, simplement, soit on met 2 points, 2 points. Voilà. Voilà. Donc là également, c'est les mêmes exemples qu'avec les vecteurs, là pour le coup, donc je vais vraiment pas m'attarder, mais on peut partir de la fin, ainsi de suite. Voilà. Mais ce qui est important de bien voir maintenant, c'est que comme j'ai 2 dimensions, on a bien 2 indices à mettre. Et ces indices-là sont séparés par des virgules. Voilà. Donc soit des plages d'indices, virgule, une autre plage d'indices, soit un singleton, virgule singleton, et on a les résultats. Voilà ce qu'il faut qu'on voit. On a bien 2 indices à gérer. C'est ça qu'il faut retenir ici. Voilà. Le principe des indiçages booléens marche également et ça nous ouvre la porte à des calculs intéressants. Hein, c'est ça ici. Hein. Là, typiquement, donc j'ai 3 lignes de colonnes. Là, je crée un booléen true, false, true de 3 éléments. J'indice les lignes avec ce booléen-là et du coup, il garde uniquement les lignes qui correspondent au true. Donc, on a bien la première ligne, 1, 2, 2.5, qui est là, et la troisième ligne, qui correspond au true, qui est là, 1.1, 4.3, qui est là. Voilà. Et là, 2 points pour dire je prends toutes les colonnes. C'est pour ça qu'on a cette sous-matrice-là. Vous avez bien le parallèle dans cette matrice-là. Ici, le vecteur d'indice booléen. Là, j'indexe uniquement les lignes, les colonnes, je prends toutes. Voilà, et j'ai bien cette sous-matrice. Alors, l'intérêt de ça, toujours, c'est que ça ouvre des applications très intéressantes où on utilise des conditions pour créer des sous-matrices, hein, pour faire du slicing, on dit ça, hein, sur des sous-matrices. Là, regardez typiquement. Je vais revenir sur les axes tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, la seule chose qu'il faut voir simplement, c'est que j'ai calculé la somme par ligne de cette matrice-là. Donc, 1.2, 2.5, ça donne 3.7. 3.2, 1.8, ça donne 5. 1.1 plus 4.3, ça fait 5.4. Qu'est-ce que je veux? Je veux, donc j'ai une matrice, j'ai un vecteur ici qui correspond à la somme par ligne. Très bien. J'aimerais retrouver toutes les lignes qui correspondent, j'aimerais retrouver toutes les lignes dont la somme est égale au minimum des sommes. Hein. Donc ici, le minimum des sommes, c'est 3.7. Donc, toutes les lignes où la somme est égale à 3.7, j'aimerais les extraire. Ben, je mets une condition tout simplement ici. Alors là, en l'occurrence, on ne voit pas trop l'intérêt parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul minimum. Mais si on a le minimum sur plusieurs lignes, ben, cette technique-là marche très bien et permettra de répondre. On aura toutes les lignes parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs qui donnent la somme minimum. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, on peut avoir toutes les lignes où la somme correspond au minimum. Donc, cette condition-là permet d'avoir toutes les lignes qui correspondent à cette somme minimum-là. Et il n'y a que la première ici en l'occurrence, hein, parce qu'il y a un seul minimum qui est apparu dans les sommes des lignes. Et avec cet indexage booléen que je mets en place ici, il sort bien la première ligne. Hein. Bon, là, l'exemple s'y prête pas trop. Mais si j'avais une ligne supplémentaire d'une autre valeur ici, hein, une autre paire de valeurs, et que la somme des paires de valeurs donne aussi 3.7, il aurait mis true ici et il aurait sorti les 2 lignes à la sortie, via la condition. C'est ça l'intérêt de la faire, quand on a plusieurs fois le minimum. Très bien. Alors, on a les outils pour faire des recherches. Là, ça devient vraiment intéressant. Chercher le maximum, chercher l'argument du maximum. Voilà, avec le axis dont je vais reparler plus en détail. En fait, le axis, c'est le sens de la recherche. Hein. Si je ne mets pas axis, il cherche le max sur l'ensemble de la matrice.
Voilà. Si je mets axis égale à 0, il calcule le maximum par colonne. Donc, c'est pour ça qu'on a deux valeurs ici. Hein. Le maximum de cette colonne, c'est 3.2, et le maximum de cette colonne-ci, voilà, c'est 4.3. Si je mets ici le axis égal à 1, il calcule le maximum par ligne cette fois-ci. Donc, le maximum de la première ligne, c'est 2.5, le maximum de la deuxième ligne, c'est 3.2, et la dernière ligne, c'est 4.3. Voilà. Donc, il y a toute une série de fonctions qui fonctionnent très bien. Et quand on est sur une matrice, on peut fixer le axis. Hein. Voilà, c'est ça l'idée de la faire tout simplement. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Si on met axis égal à non, hein, si on met rien, ça veut dire qu'il calcule sur l'ensemble. Donc ici, le max de V avec axis égal à non, ce serait le 4.3. C'est un singleton tout court. Très bien. Voilà, on peut trier, trouver les arguments de tri, ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment parcourir ces fameuses matrices-là. Comment parcourir ces fameuses matrices-là. Alors, déjà, un outil, c'est l'outil d'itération. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, par exemple, j'aimerais faire la somme des valeurs de la matrice. De manière, il y a une fonction somme. Je suis d'accord qu'il y a une fonction somme. Ça, généralement, il y a un étudiant qui me dit, mais il y a une fonction somme, pourquoi on s'embarrasse avec ça? C'est pour montrer comment on peut exploiter ces matrices. C'est ça l'idée, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Très bien. Donc, j'aimerais parcourir la matrice, là, toujours ma matrice exemple qui ne change pas. Voilà, récupérer les valeurs, les afficher et faire la somme. Donc, double boucle. Là, en l'occurrence, c'est double boucle, tout simplement. Je fais une double boucle sur les lignes et sur les colonnes. Voilà. Je récupère, je mets dans somme que j'ai initialisé à 0 d'abord et j'affiche la somme. Voilà. Et en fait, dans les matrices NumPy, il y a des itérateurs qui nous facilitent la vie. Et donc, là, typiquement, c'est NDITER. Alors, NDITER va définir un sens de parcours. Si je mets rien comme paramètre, il va parcourir ligne par ligne. Donc, je fais exactement, vous avez vu, hein, ça c'est le code où je fais une double boucle de manière très scolaire. Voilà. Chef de 0, c'est le nombre de lignes de votre matrice. Chef de 1, c'est le nombre de colonnes de votre matrice. Donc là, c'est une double boucle très simple. Mais je me prends, ici, je prends directement l'itérateur. Du coup, j'ai qu'une seule boucle. J'ai plus de boucles imbriquées, déjà. Ça facilite la lecture. Et c'est l'outil qui va se charger de me fournir chacune des valeurs. Si je ne mets pas de paramètres particuliers avec NDITER, il est fait ligne par ligne. 1.2, 2.5, on voit bien, 1.2, 2.5, voilà, 3.2, 1.8, ainsi de suite. En revanche, si on veut faire un parcours colonne par colonne, cette fois-ci, dans NDITER, on met l'option ici, l'order Fortran. Voilà. À ce moment-là, il va la parcourir la matrice colonne par colonne. 1.2, 3.2, 1.1, voilà, c'est ce qu'on voit là. Ensuite, 2.5, 1.8, 4.1, c'est ce qu'on voit là. Voilà. C'est quoi l'intérêt? C'est que ça nous facilite la vie. C'est pas vital, c'est pas avec ça que vous allez révolutionner le monde, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça vous permet de simplifier votre code. Il y a un principe fort en programmation, je le répète à tous mes étudiants, mais c'est pas vrai tout le temps. Moins on écrit de code, mieux on se porte, parce qu'on risque moins de faire des erreurs. Voilà, il faut réfléchir en amont, bien organiser ce qu'on souhaite faire et écrire du code concis, efficace. C'est ça l'idée. Il ne faut pas non plus donc tomber dans l'extrait inverse, parce qu'il y en a certains, je vous connais, hein, qui veulent faire, j'écris une seule ligne de code et c'est le code de la mort qui fait tout. Peut-être que c'est jouissif, hein, je reconnais que moi-même j'aime bien ça, hein, voilà. Mais après, pour la maintenance, pour la relecture du code, hein, ça paraît, c'est moins évident d'un coup. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Mais bon, si on a des outils qui nous facilitent la vie, c'est toujours mieux. Alors, calcul sur les matrices, justement, là, on va essayer d'aller plus loin là, parce que c'est vraiment intéressant. Alors déjà, j'avais un peu parlé de ça, mais là, je détaille cette fois-ci. On a les fonctions qui permettent de traiter les matrices avec une option ici, le axis. Voilà. Axis non, c'est ici, je fais ici donc la moyenne de V avec le axis égal à non. On a donc la moyenne de l'ensemble des valeurs qui est là. Donc 1.2, 2.5, machin, divisé par 6. Si on met axis égal à 0, il fait un traitement par colonne. Donc c'est pour ça qu'on a deux valeurs, parce qu'on a deux colonnes. Si on fait la moyenne, mais axis égale à 1, on a les moyennes par ligne. Comme il y a 3 lignes, on a bien 3 valeurs ici. Voilà. Donc voilà. Donc, on peut faire des calculs récapitulatifs sur les matrices en choisissant l'ordre dans lequel on va faire les travaux. Hein, soit par colonne, soit par ligne. Hein. Donc, il va slicer, il va découper en colonne les valeurs, et chaque vecteur, il fait un calcul. Si on fait un axis égal à 0, il va découper en colonne les valeurs, et pour chaque vecteur colonne, il va faire un calcul. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça ouvre la porte sur la possibilité d'écrire nos propres fonctions qui travaillent soit sur les colonnes, soit sur les lignes des matrices. C'est ça l'idée. Il y a une fonction ici, donc sur l'apply along axis, il y a une documentation en ligne, hein, je vous montre très rapidement ici, qui vous permet de travailler de manière très efficace, soit sur les colonnes, soit sur les lignes, hein, en passant une fonction callback. C'est ça l'intérêt de la faire. Voilà. Donc, si je veux, et par exemple, ici, calculer les moyennes par colonne,
qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je fais un apply along axis, voilà, par colonne, parce que je mets ici le paramètre axis égale à 0. Je traite bien ici la matrice V qui est paramètre ici. Et la fonction qui va traiter chaque colonne de V, c'est la fonction min de NumPy. Voilà, très bien. Ça rappelle les apply de R. Hein. Je fais un cours de programmation R. Encore une fois, je me répète beaucoup, hein, mais je vois le parallèle entre les deux. Il ne faut pas opposer ces langages-là. Je n'arrête pas de dire ça non plus. Il faut pas les, en fait, il faut pas les opposer. Il faut utiliser celui qui est le plus intéressant par rapport à un cahier des charges, par rapport à un environnement, par rapport à tout un tas de contraintes qui, en fait, qui s'imposent à nous. Le plus important, c'est qu'on soit capable d'utiliser les deux de manière indifférenciée. Ça, je milite beaucoup là-dessus et je pense que c'est tout à fait possible. Et quand je fais ce slide-ci, typiquement, j'ai l'impression de faire mon cours de R quand je parle des apply sur les matrices, parce que c'est exactement le même principe. Très bien. Donc là, la fonction callback, en fait, c'est une fonction moyenne qui est déjà définie dans la librairie NumPy. Le plus important, c'est que j'applique cette fonction à une dimension sur chaque vecteur de la matrice V. Chaque colonne, excusez-moi, chaque vecteur colonne de la matrice V, on a des vecteurs colonnes parce que l'axis est égal à 0. Donc, moyenne est appliquée sur chaque vecteur colonne de la matrice V. Rien ne nous empêche d'écrire nos propres fonctions callback. Voilà, c'est ce que je montre ici. Et le paramètre d'entrée, le premier paramètre d'entrée de votre fonction callback, c'est le vecteur qui lui est passé. Donc, si c'est axis 0, c'est chaque vecteur colonne qui sera passé en X ici. Voilà. Et si vous mettez l'axis égal à 1, c'est chaque vecteur ligne qui sera ici passé en X. Voilà. Très bien. Donc là, je crée une fonction tout simplement qui prend en entrée un vecteur quelconque pour l'instant. Hein, quelconque pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule donc l'étendue, le max moins le min de x, qui divise par l'écart type de x. Voilà. C'est juste pour s'amuser. Voilà. Très bien. Et donc là, ça renvoie un singleton là. Ça renvoie une valeur, un scalaire. On est bien d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un apply along axis sur la matrice V. Je veux faire un calcul par colonne, voilà, ici de ma fonction étendue. Donc ici, la fonction étendue std est appliquée sur chaque vecteur colonne qui est passé en paramètre ici par l'outil appelé along axis. Voilà, et il renvoie un scalaire, c'est pour ça qu'on a 2.171 ici et 2.174 ici. Ça ouvre des portes immenses, on est bien d'accord, hein, et on a exactement l'équivalent de ce qu'on peut avoir sur les apply sur les matrices de R. Exactement, exactement. Si on a des paramètres supplémentaires, tout simplement, admettons que la fonction callback a des paramètres supplémentaires, on les passe ici en paramètres supplémentaires, on les nomme. C'est exactement ce que dit la documentation. Vous avez vu, hein? Voilà, tac, il le dit bien ici. On peut avoir des arguments supplémentaires qui doivent être nommés, sinon il y a des confusions entre les paramètres, alors pas par position, par nom cette fois-ci, qu'on passe ici à la fonction int. Très bien. Alors, voilà, peut-être que vous aurez à le faire. Très bien. Alors, autre élément très important également, si la fonction, j'utilise qu'une seule fois, pourquoi je vais m'embêter à écrire une fonction étendue, là, std, que finalement, je vais utiliser qu'une seule fois? On peut la définir à la volée quand je fais appel à apply along axis. C'est le rôle des fonctions lambda. C'est ce que je mets ici. Voilà. Le rôle des fonctions lambda, c'est tout simplement, je définis la fonction avec son paramètre et j'écris directement le code, sans avoir à passer par le formalisme lourd enfin, de l'écriture lourd, c'est un peu exagéré, on est bien d'accord, hein, de l'écriture de la fonction. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que dans certains cas, j'utilise donc la fonction qu'une seule fois. Pourquoi je vais m'embrouiller à écrire une nouvelle fonction? Au bout d'un moment, j'arrive plus à m'en sortir. Cette fonction servait à quoi déjà? En fait, j'utilise qu'une seule fois cette fonction. C'est dans l'appelé en langue 6 qui est plus long, ainsi de suite. Donc, l'intérêt, c'est que la fonction callback, je peux la définir directement à la volée via le principe des fonctions lambda. C'est ce que je mets ici. Qu'est-ce qui se passe? Fonction 1D, donc c'est le nom du paramètre. Et je lui dis, on va passer une fonction qui prend un paramètre x. Voilà, le fonction 1D, c'est le paramètre de la fonction appelée un long axis. Voilà. Dans fonction 1D, on lui passe une fonction qui prend un paramètre x qui va représenter un vecteur colonne, parce que l'axis égale à 0, de la matrice V. Et qu'est-ce qu'on fait comme calcul là-dessus? Pas besoin de s'embêter avec return ou quoi que ce soit, pas besoin de, voilà, on met directement le calcul qui doit renvoyer. C'est bien ce calcul-là qui est répété ici. La seule différence, c'est quoi? La seule différence, c'est que j'ai écrit ici à la volée tout simplement la fonction. Parce que je l'utilise qu'une seule fois. C'est ça l'intérêt de la faire. Si la fonction, vous l'utilisez plusieurs fois, non. Écrivez la fonction, vous n'allez pas faire de copier-coller. Hein. Oulala, oulala, on est bien d'accord là-dessus. Donc,
parce que j'utilise donc la fonction qu'une seule fois, là, je peux la définir ici à la volée et la passer directement. Et voilà. Et vous avez du code plus concis. Alors, il y a le danger, tout simplement, il y a le danger du code de la mort qui fait 30 km de ligne, enfin 30 km sur une seule ligne, on est bien d'accord. Mais bon, là, en l'occurrence, quand ça paraît justifié, c'est un arbitrage, c'est à vous de trouver cet arbitrage-là. Ben, je le définis directement à la volée. Voilà. J'ai jamais parlé des fonctions lambda avec vous. Et jusqu'à maintenant, ça me paraissait assez artificiel. Mais dans ce cadre précis-ci, là, pour le coup, c'est intéressant. C'est intéressant de voir son mode de fonctionnement. Très bien. Alors, jusqu'à présent, toutes nos fonctions qu'on pensait, donc les fonctions callback qu'on pensait à longue axis, appelées à longue axis, renvoyaient un scalaire. Du coup, en sortie, on avait des vecteurs. Un vecteur, si j'avais ici un calcul par colonne, on a un vecteur avec 2 valeurs. Si on fait un calcul par ligne, on a un vecteur avec 3 valeurs. Qu'est-ce qui se passe si la fonction renvoie lui-même un vecteur? Si la fonction callback renvoie elle-même un vecteur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il va les prendre et il va les accoler, ces vecteurs-là, pour former une matrice. Là, typiquement, qu'est-ce qui se passe? Je fais un centrage réduction. Donc, je passe en fonction lambda ici, un lambda x qui prend chaque vecteur. Le x, là, à ce x-là, je retranche la moyenne. Et ensuite, le tout, je divise par l'écart type. C'est bien un centrage réduction. Hein, x est un vecteur, ici c'est un scalaire, divisé par un autre scalaire. À la sortie, on a un vecteur. Très bien. Et donc, on fait ça sur chaque colonne de V. Donc, pour la première colonne, j'ai un vecteur de même longueur que le vecteur initial, hein, voilà, avec des valeurs différentes, bien sûr, parce que la centrée est réduite. Et comme on a 2 colonnes, on doit avoir 2 vecteurs qui sont accolés, qui forment la matrice, du coup, qui est là. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant parce que du coup, on peut faire des calculs très complexes en des lignes de code relativement concis. C'est ça l'intérêt de l'affaire, en fait. Et voilà, ça nous ouvre des portes sur des aspects très intéressants. Très bien. Néanmoins, on a aussi des outils de calcul matriciel. On a aussi des outils de calcul matriciel. Voilà, on peut transposer une matrice, faire une multiplication matricielle, calculer des déterminants, faire des inversions, voilà, avec une librairie interne de NumPy, c'est Nidal. Hein, donc c'est linéaire, algébra, tout le monde a bien vu ici. Voilà, et il y a tout ce qu'il faut pour faire des choses vraiment performantes. Hein. Voilà, donc c'est ce que je montre ici. On peut transposer, calculer des valeurs propres et tout ça, ainsi de suite. Justement, dans les TD de tout à l'heure, là, vous aurez à construire en quelques lignes de code, hein, c'est ça l'intérêt de l'affaire, à refaire une méthode factorielle. Hein, c'est ça l'idée, je ne dis pas laquelle, mais bon, voilà, une méthode factorielle, tout simplement en quelques lignes de code, en gérant une matrice, tout simplement. C'est vraiment très puissant, très puissant. Voilà, je m'arrête là-dessus. Donc, ce qui est très important maintenant, c'est que je vais diffuser la fiche de TD. Et dans la fiche de TD, ce qui est important, je ne la montre pas parce que je vais la présenter encore une fois devant vous. Mais pour que vous soyez vraiment efficace pour la séance, j'aimerais que vous révisez un peu les méthodes statistiques parce qu'on va appliquer la manipulation des vecteurs et matrices NumPy sur des méthodes pour programmer des méthodes statistiques. C'est ça l'idée. Donc, j'aimerais que vous regardiez bien les tests de comparaison de moyenne, soit de comparaison de population, soit de comparaison à une norme. Voilà. Avec échantillon indépendant ou échantillon donc à parier, quand c'est des comparaisons de population, les tests de comparaison de variance également, test du Ki2, analyse de variance et peut-être les méthodes factorielles, si vous arrivez jusque-là. Mais révisez bien ces méthodes statistiques que je viens de citer là, parce que j'aimerais que ce ne soit pas le problème. Le problème, c'est la programmation sous Python des matrices et des vecteurs NumPy. Donc, il faut que vous ayez suffisamment de background sur les méthodes statistiques pour que ça ne devienne pas le problème central. Le problème central, c'est la programmation. Donc, très bien. Allez, j'arrête là l'enregistrement et je reparle de nouveau de la fiche de TD tout de suite avec vous.